dans ce que je vais vous présenter. On a fait une lecture croisée, on était plusieurs, certains sont dans la salle, cet été, pour essayer de comprendre, de lire le texte, de voir de quoi il retournait. Selon l'adage, observer pour comprendre, comprendre pour agir. Donc, alors tout ça. En fait, globalement, tout est là, tout est dit. Quand on lit le texte, on se rend compte que tout est fait et tout est prévu pour faciliter la mise sur le marché des nouveaux OGM. On va voir pourquoi tout est fait, mais tout est prévu parce qu'on s'aperçoit que ce qui est écrit là, c'est pour préparer l'avenir. Et c'est ça qui est encore plus anxiogène. Juste pour se rappeler, c'est dans les années 90, l'arrivée des transgénèses s'est fait au moment où il y avait la crise de la vache folle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une de Libé qui avait titré le maïs fou. Et on était dans une période, effectivement, qui était complètement différente que celle d'aujourd'hui, où il n'y a pas si longtemps, on a vécu la Covid et le vaccin ARN messager. Donc, je pense que le contexte est complètement différent. Comme vous avez pu l'observer, il n'y a pas que des jeunes aujourd'hui présents. Ce n'est pas leur préoccupation première. Donc, effectivement, quelque part, là aussi, il va falloir remobiliser l'ensemble du grand public pour qu'ils comprennent les enjeux, et après, chacun fera bien ce qu'il veut. Mais ce qui est important, c'est quand même d'informer le grand public. Alors, il y a déjà ce qui nous a le plus choqué après la lecture de ce règlement, de ce projet de règlement, c'est qu'effectivement, il y a un changement de paradigme juridique, c'est que le principe de précaution n'apparaît nulle part dans le règlement, que ce soit dans les considérants ou dans les articles ou dans les annexes. Le principe de précaution n'apparaît nulle part. Ce qui, pour des nouvelles techniques, laisse songeur, d'autant plus quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur 30 ans après, on se rend compte que les promesses faites il y a 30 ans ne sont pas tenues, voire même on devait utiliser moins de pesticides, et ce n'est pas le cas. En revanche, il y a le principe de proportionnalité qui est mis en avant dans les considérants, mais après qui est appliqué de façon disproportionnée. Alors, de quoi parle-t-on ? De règlement, donc c'est établi des règles spécifiques applicables à la fois à la dissémination volontaire dans l'environnement ou à la mise sur le marché, soit dans le premier cas des végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques, soit dans le deuxième cas de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, consistant de tels végétaux ou contenant ou produits à partir de ceux-ci, ainsi que des produits autres que les denrées alimentaires ou consistant au feed, aux aliments pour animaux, toujours consistant en végétaux ou en contenants. Donc là, on est quand même très axé sur les végétaux. Et alors, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'Eric, lors de la lecture, nous a dit dans les végétaux, ils ont inclus les algues. Ils ont bien précisé que les algues étaient inclus dans ce règlement. À mon avis, c'est pas gratuit. À mon avis, c'est pas gratuit. Ce qui est en dehors du champ, par contre, c'est les micro-organismes et les animaux. Pour le moment. Pour le moment, c'est pas dans le champ. Mais c'est l'étape d'après. Ce sera l'étape d'après, puisqu'il y a de la recherche qui est faite aussi sur les micro-organismes et sur les animaux, pour les NTG. Donc, ils définissent aussi ce qu'est un végétal NTG. Donc, un végétal génétiquement modifié, obtenu par mutagénèse ciblée ou cygénèse, ou une combinaison des deux. À condition, alors là je le lis parce que c'est quand même un peu compliqué, mais c'est important et ça reprend un petit peu ce que vous expliquait Eric, à condition qu'ils ne contiennent aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique des obtenteurs qui aurait pu être inséré temporairement au cours du développement du végétal NTG. Ah ouais, on l'a lu plusieurs fois quand même. Hein. Petite définition sur le pool génétique des obtenteurs. C'est la totalité des informations génétiques disponibles dans une espèce ou d'autres espèces taxonomiques avec lesquelles elle peut être croisée.
y compris au moyen de techniques avancées telles que le sauvetage d'embryons, la polyploïdie induite et des croisements par pont. C'est-à-dire qu'effectivement, on va utiliser plusieurs variétés pour arriver à faire passer l'information génétique du premier au troisième. Et après, on vous dit, bah, c'est la même chose que dans la nature. Hein. C'est la même chose que la sélection naturelle. Donc, tout ça pour dire, effectivement, c'est qu'il va y avoir un pool génétique des obtenteurs. Et là-dessus, on n'a pas trop d'informations pour l'instant, donc il faudra suivre ça de près. Un point important aussi, c'est qu'en fait, la commission, mais je ne pense pas que ce soit un fonctionnaire de la commission qui a écrit le texte. Hein. Voilà, vraiment, il est calé dans le sujet, et il a travaillé 15 ans chez des sociétés de biotechnologie. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui peut nous gêner aux entournures, c'est, comme le disait Eric, c'est que dans la directive 2001-18, il y a la mutagénèse, qui est définie comme étant bien une technique de modification génétique, mais qui n'est pas soumise au règlement, la directive. Donc là, ils ont dit, on va redéfinir les OGM, comme ça, ça, on va le mettre de côté, et comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. Donc concrètement, dans ce texte, non seulement on détricote le règlement, la directive 2018, mais en plus, on va jusqu'à changer la définition des OGM. Ensuite, ce que dit le texte, c'est que finalement, il y aura deux catégories de plantes NTG qui seront à distinguer. Donc les catégories 1 et les catégories 2. La définition des catégories 1, c'est que c'est un végétal NTG, la catégorie 1, et celui qui remplit les critères d'équivalence avec les végétaux conventionnels et non celle annexe 1. Donc, je vais vous expliquer à peu près ce que ça veut dire. Et la descendance du ou des végétaux NTG, y compris la descendance obtenue par croisement de ces végétaux. Donc, c'est là où ça commence à être encore plus anxiogène, c'est-à-dire que, ok, il va y avoir des demandes d'autorisation pour les NTG1, mais une fois que ces demandes auront été faites, il va y avoir des croisements qui vont se faire, et alors là, ça va être compliqué à suivre. C'était la question que vous posiez, comment faire pour attribuer le brevet pour tel ou tel gène qui a été modifié dans les plantes. Oui? C'est quoi un végétal conventionnel? Un végétal conventionnel, c'est tout ce qui est issu, soit un végétal naturel, soit issu de la sélection traditionnelle. Et donc tout ce qui est pas NTG1 et NTG2. Et inconsciemment, je suis un peu naïf, je m'étais dit NTG1, NTG2, c'est du 50-50. Et là, j'étais à Bruxelles il y a quelques jours, et il y avait une scientifique qui expliquait que, même s'ils n'avaient pas accès à toutes les informations, ils avaient commencé à regarder un petit peu pour les plantes qui étaient issues de ces nouvelles technologies, de quel côté elles allaient être d'un point de vue juridique. Est-ce qu'elles allaient être NTG1 et NTG2? Et donc là, la notion de 50-50, il faut l'oublier. Hein. On serait plutôt sur du 90-95 NTG1 et le reste en NTG2. Alors, pourquoi effectivement, comment faire la frontière entre une plante NTG1 et NTG2? Donc il y a une annexe un peu fourre-tout, sauf la science, parce qu'en fait, il n'y a aucune justification scientifique qui dise que, effectivement, cette barrière entre NTG1 et NTG2 se fait par rapport à un maximum de 20 modifications génétiques. Ces 20 modifications génétiques, alors au début, on se dit, ok, 20 modifications génétiques, elles se font à travers les 5 possibilités qui sont dans le tableau. Donc, parmi ces 20 modifications génétiques, il pourrait y avoir des modifications génétiques qui vont rentrer dans la première ligne, d'autres dans la deuxième ligne, d'autres, etc., etc. Mais il y aura un total de 20. Sauf que quand on regarde les lignes, déjà, la première, c'est substitution ou insertion de 20 nucléotides au maximum. Donc 20 fois 20, on est déjà à 400. Hein.
Mais là où ça devient plus anxiogène encore, c'est délétion de tout nombre de nucléotides. Tout nombre, ça fait beaucoup, hein. Ça peut avoir un peu d'impact, hein. À la limite, si on enlève tout, il ne reste plus rien, hein. Le troisième point, à condition que la modification génétique n'interrompt pas un gène endogène, insertion ciblée d'une séquence d'ADN ou substitution d'une séquence d'ADN. La séquence d'ADN, elle n'est pas définie. Donc là, il peut y avoir plus ou moins de nucléotides. Inversion ciblée de séquences de tout nombre de nucléotides. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est toute autre modification ciblée de toute taille, à condition que les séquences d'ADN qui en résultent soient déjà présentes ou éventuellement avec des modifications acceptées conformément au point 1 et 2 dans une espèce du pool génétique des obtenteurs. On l'a relu plusieurs fois celle-là. Et concrètement, c'est dire on joue un peu avec les Lego. À partir du moment où dans la boîte à Lego il y a le modèle du Lego, à la fin, ben c'est bon. Mais franchement, moi je ne suis pas scientifique, hein, ça remonte à très longtemps, les études. Quand j'ai fini par comprendre plus ou moins ce qui se tramait, je me suis dit, mais on parle de biologie de synthèse. Là, c'est l'étape avant. Franchement, on vous dit, NTG1 par rapport à NTG2, c'est 20 modifications génétiques. Mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et puis, on parle d'équivalent. Donc, un NTG est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel lorsqu'il diffère de 20 modifications génétiques, mais équivalent n'est pas identique, et puis équivalent n'est pas sans risque non plus. Hein. Dernier point aussi, j'ai mis en couleur saumon, avec le site ciblé, c'est qu'effectivement, là, on parle bien de tout ce qui est, entre guillemets, voulu, volontaire. On ne parle pas des effets non ciblés. Et donc, ça exclut effectivement toutes les modifications involontaires sur d'autres sites du génome. Sachant que tout le texte tourne autour de ça. Alors, concrètement, ces deux catégories de plantes, ben pour les LTG1, c'est même pas, on ne détricote pas là, hein, on explose, il n'y a pas de trou dans la raquette, il n'y a même plus de cadre de raquette, il n'y a plus rien. Concrètement, ben, il faudra une simple notification préalable, que ce soit pour la procédure de dissémination volontaire ou pour celle de la mise sur le marché. Dans cette simple notification préalable, je vais vous en parler un peu plus après, il n'y a pas d'analyse de risque, bien sûr. Alors, que pour les plantes NTG2, qui seront quand même minoritaires, parce qu'une fois qu'on va jouer dans l'annexe 1 toutes les modifications possibles, il ne va pas rester grand-chose pour les NTG2. Là, on est quand même plus proche du règlement de la directive 2001-18, mais avec des incitations relatives au NTG2 ayant des traits durables, avec des procédures accélérées, avec des conseils de l'administration. Hein. La possibilité de ne pas fournir la méthode de détection. Donc on va voir ça un peu plus dans le détail, mais sans trop vous assommer, j'espère. En termes de traçabilité, donc sur la NTG1, eh bien, il y aura une liste des variétés NTG1 sur un registre public. Aujourd'hui, effectivement, on peut éventuellement retrouver la liste des organismes génétiquement modifiés sur un site, mais il faut vraiment le chercher. Et globalement, surtout les espèces aussi qui sont d'origine de mutagénèse aléatoire, qui datent des années 60-70. Il y a aussi, soi-disant, un site, je vous invite à chercher et à le trouver. C'est pas facile. Et de toute façon, on va voir juste après, c'est qu'en termes d'étiquetage, seules les semences auront l'information comme quoi il s'agit d'une plante LTG1. Sachant que les consommateurs ne mangent pas les semences. Donc comment un consommateur
Lui, quand il va regarder son produit, il va voir farine de blé, il n'aura pas le nom de la variété. Donc il sera impossible pour lui, quand bien même il y a un registre, d'aller voir si cette variété est concernée ou pas. Donc en termes de traçabilité, elle sera maintenue pour les TG2. L'étiquetage sera aussi obligatoire pour les TG2. Alors ça s'appellera sans doute plus OGM, ça aura un autre nom probablement. Et il y aura aussi la possibilité d'ajouter une déclaration valorisante par rapport à la durabilité. Voilà. Parce que c'est bien connu que ces plantes sont développées pour assurer les objectifs du Green Deal et permettre la durabilité. Alors, je reviens un peu sur la demande d'autorisation. Et en fait, tout a été fait pour accélérer, pour faciliter la mise sur le marché. Concrètement, il y aura une demande de vérification pour laquelle les États ou l'EFSA, suivant les cas, n'auront que 30 jours ouvrables pour donner une réponse. Pardon ? Et non-réponse De toute façon, ils auront 30 jours, donc globalement, ils vont donner des réponses valables. Et il suffit qu'il y ait beaucoup de demandes de dossiers en même temps, et il est probable qu'effectivement nos réponses voteront acceptation. Tout est fait pour faciliter la mise sur le marché. Là aussi, dans l'article 6, dans le cadre de la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché, lorsque une personne aura l'intention de procéder simultanément à la dissémination dans différents États membres, eh bien, il faudra que cette personne soumette sa demande de vérification à l'autorité compétente d'un de ces États membres. Alors, vous allez dire que je suis quelqu'un d'angoissé. Bah oui, c'est vrai. Parce que je ne sais pas pourquoi, je me dis, il est possible que ces personnes aillent choisir un État membre qui va bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, qui ne connaissent pas trop les sujets, qui n'aient pas forcément tous les éléments pour pouvoir répondre rapidement, et avec qui on s'entend bien. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là aussi, la demande de vérification, parce qu'on n'est que dans la vérification, comprend une description du ou des traits, des caractéristiques qui ont été introduits ou modifiés. Donc, encore une fois, on ne s'intéresse que à ce qui est modifié de façon volontaire. Tous les autres effets ne sont pas pris en compte. Et là, effectivement, c'est une copie des études réalisées de tout autre document disponible visant à démontrer que, effectivement, la plante est bien NTG et que c'est bien une NTG selon l'annexe 1. Donc là, on est dans la vérification, c'est-à-dire que le demandeur va apporter des éléments qui prouvent ça, puis basta. Donc il n'amènera peut-être pas les 809 expériences qui ont échoué, peut-être que la 810e, et de toute façon, la Commission n'aura pas les moyens de pouvoir vérifier. Il n'y a pas de motif de refus ou de retrait de ces demandes, sauf si elles sont incomplètes, mais bon, ça c'est quand même le minimum. Tout est fait, là aussi, pour limiter les coûts de mise sur le marché. Dans le cadre des NTG2, si ces NTG2 ont des traits en rapport avec la durabilité, donc là, je vous invite quand même à lire l'annexe 3 sur qu'est-ce que la durabilité d'une plante pour la Commission. Eh bien, pour la Commission, une plante durable, c'est une plante qui permet d'assurer un rendement, d'améliorer le rendement, y compris la stabilité de rendement et le rendement avec un faible apport d'intrants. Ça, c'est le premier critère pour la Commission, critère de durabilité. Oui ? Vous dites que seules les semences auront l'étiquetage. Les modifications, elles sont faites sur les plantes, et c'est les semences issues de ces plantes qui vont être
contrôlées ou... Elles ne seront pas contrôlées, elles seront juste étiquetées. Mais la modification, elle est dans la semence ou dans la plante? En général, elle est dans la cellule, et comme le disait Eric, après on régénère la plante, cette plante va donner des semences, et c'est ces semences qui seront vendues. Et c'est celles-là qui sont soi-disant évaluées. Enfin, étiquetées. En fait, l'évaluation, elle porte sur la modification au niveau des gènes, mais pas de la plante. C'est ça le problème. Donc, premier critère, pour qu'une plante soit durable, il faut qu'elle assure du rendement. Deuxième critère, pour qu'une plante soit durable, il faut qu'elle résiste aux agressions biotiques. Donc, en fait, plus ça change, plus c'est pareil quand même. Après, il y a quand même des tolérances et résistances aux agressions abiotiques, dont celles créées ou exacerbées par le changement climatique, une utilisation plus efficace des ressources telles que l'eau et les nutriments, les caractéristiques qui améliorent la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution, l'amélioration de la qualité des caractéristiques nutritionnelles, sachant que tout ça n'est pas défini concrètement, mais ça veut dire que c'est un ticket d'entrée pour pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, être mentionné dans l'étiquetage. Et également de bénéficier de certains avantages pour ces plantes, puisque l'autorité, donc l'EFSA, devra rendre une réponse dans un délai de 4 mois pour les TG2, dans ce cas-là, parce que là aussi on facilitera, soi-disant, les demandes des PME, qui n'auront pas à payer la contribution financière au laboratoire de référence de l'Union européenne. Après, ce qu'il faut sans doute se dire, c'est que ces PME, elles ne vont pas payer, mais une fois qu'elles auront mis en place leur plante, eh bien, elles risquent de se faire racheter et derrière, ça sera breveté par une société un peu plus importante. C'est un peu le système actuel, effectivement, des startups qui cherchent, donc qui seront aidés par nos impôts quand même, pour faciliter la mise sur le marché, et qui après, effectivement, seront rachetés. Et sachant que dans ces cas-là, les demandeurs, et notamment les PME, pourront avoir des conseils préalables de la part de l'EFSA. Donc tout est fait pour faciliter la mise sur le marché. Tout est fait également pour supprimer la mention OGM qui n'est pas mordeuse, puisque dans le cas des NTG1, seule la semence sera étiquetée mais pas les produits après, et que dans le cas des NTG2, donc ça s'appellera sans doute plus OGM ou génétiquement modifié, sur un autre terme, et qui pourra être valorisé par une des qualités qui est présente dans l'annexe 3. Alors, je suis désolé, je vais faire un peu de pub. Synabio il travaille pour les transformateurs bio. Et dans ce texte, il est prévu effectivement que, concrètement, les NTG soient interdits en bio. Bon, ok, super. Donc ça, c'est vrai à la fois pour les NTG1 et pour les NTG2. Concrètement, il faut que cette interdiction puisse être mise en application. Or, quand on regarde le texte, on se rend compte que dans l'article 24, la Commission botte en touche en disant c'est aux États membres de gérer les règles de coexistence. Comme ça, si jamais il y a un problème, c'est pas eux, c'est les États membres. Ok, très bien. Mais dans l'article 25, effectivement, juste après, pour montrer qu'ils n'auront pas beaucoup de choses à faire, c'est qu'il y a une interdiction d'interdire. Donc aujourd'hui, on a déjà mentionné, c'est que certains États membres pouvaient interdire, surtout toute partie de leur territoire, la culture d'OGM. Demain, pour les NTG, non. Donc d'un côté, on vous dit les États membres devront gérer la coexistance.
une règle de coexistence qui est assez efficace quand on interdit. Ça, c'est assez efficace. Là, déjà, ça va pas mal. Bon, alors on se dit, ok, bon, c'est interdit d'interdire, donc il faut au moins qu'on puisse les différencier. Sauf que les règles actuelles où le demandeur doit identifier les méthodes d'identification et de détection, pardon, merci, ne seront plus obligatoires. Donc, comment faire si on ne peut pas interdire, si on ne peut pas différencier? À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un étiquetage obligatoire tout au long de la chaîne, tout au long des étapes. Or, on vient de voir, en termes de traçabilité, elle réside uniquement sur une base de données que personne ne va connaître et personne ne va utiliser. Et personne ne pourra faire le lien entre la base de données et l'étiquetage du produit, puisque l'étiquetage se limite uniquement aux semences. Et donc, sans rentrer dans le détail de toutes les règles de confidentialité, parce qu'on ne demande pas grand-chose aux obtenteurs, mais en plus, on leur permet effectivement de pouvoir bénéficier de règles de confidentialité, ce qui peut se concevoir, sauf que là, globalement, les informations seront rendues publiques une fois que ce sera fini, une fois que les autorisations auront été faites. Et puis, bon, puisque je sais que la question des brevets est le point a déjà été abordé, je vais aborder demain, très rapidement, c'est quand même un comble de dire « Ah ouais, mais on ne peut pas faire la distinction, de toute façon, on ne peut même pas les identifier. Hein, donc on ne peut pas faire la distinction. » Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas là quand même. Parce que, je me dis, les gars, ils mettent au point quand même, ils savent ce qu'ils mettent dans le moteur. Donc ils devraient savoir, quelque part. Et puis, le jour où ils vont attaquer quelqu'un pour contrefaçon, ils seront quand même bien à même de pouvoir montrer que dans le moteur, il y a des pièces d'origine. Donc voilà. Donc silence radio sur les brevets, ce sera abordé demain. Voilà. Juste, très rapidement, d'un point de vue process réglementaire, où est-ce qu'on en est? Donc il y a eu, pour la petite histoire, une fuite du règlement, 3 semaines à peu près, le 5 juillet. Et entre cette fuite et le 5 juillet, il y a quand même des choses qui ont été modifiées. Typiquement, dans les TG1, on ne pouvait pas avoir, dans le premier draft, de plantes qui soient résistantes aux herbicides. Bon, ça n'a pas dû plaire à la relecture de certains, ça a été enlevé. Donc, actuellement, c'est l'Espagne qui est à la tête, qui a la présidence du Conseil de l'Europe jusqu'à la fin de l'année. Et l'Espagne veut aller très vite pour que le texte soit adopté. Ils veulent aller d'autant plus vite qu'en avril-mai 2024, eh bien, il va y avoir les élections européennes. Donc, qui dit élection dit modification à la fois du Parlement, de la Commission, et ralentissement, voire hypothétique abandon du règlement. Voilà, et donc les parlementaires européens vont commencer à aborder le sujet. Au niveau du Conseil, eh bien, il y a quand même 15 États membres qui sont très favorables à ce texte, dont la France. 9 qui ne savent pas trop, qui se posent des questions, et seulement 3 qui sont opposés. Alors les 3, il y a la Pologne, l'Autriche et la Hongrie. L'Allemagne est plutôt dans ceux qui sont dans les 9 qui questionnent, mais qui ne sont pas fermement opposés. En Allemagne, il y a quand même des sociétés qui s'appellent... Oui. Voilà. Entre autres. Voilà. Je vous remercie.